Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Linda Gale Arrigo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui en compagnie de Linda Gale Arrigo, une anthropologue qui vient des États-Unis mais qui a vécu à Taïwan pendant très longtemps, une trentaine d'années sur place mais avec beaucoup d'allers-retours. Et dans ce premier épisode dans sa compagnie, nous allons parler surtout de la partie de sa vie entre 1963, lorsqu'elle est arrivée à Taïwan pour la première fois, et jusqu'en 1980, après sa déportation de Taïwan suite à l'incident de Mei Lidao pour son implication politique dans les mouvements d'opposition contre le Kuomintang et la loi martiale. The important thing is I was here early in 1963, okay? Ce qui est important, c'est que je suis arrivée ici très tôt, en 1963. J'ai commencé à apprendre le chinois avant de venir, car mon père avait longtemps vécu en Asie, notamment à Taïwan. Dès mon plus jeune âge, j'étais fascinée par tout ce que mon père m'envoyait. Je suis restée ici pendant 5 ans, de l'âge de 14 à 19 ans. J'ai commencé à apprendre le chinois avant de venir à Taïwan. Je vivais à San Francisco et j'ai eu l'occasion d'apprendre le chinois. Il m'a fallu environ 1 an pour le maîtriser assez bien. Je fréquentais l'école américaine de Taipei, ce qui me différenciait un peu de la population locale. Puis, à 19 ans, j'ai épousé un Taïwanais. J'ai appris beaucoup de choses très vite. Sa famille parlait le taïwanais, pas le mandarin. Puis, nous avons déménagé aux États-Unis où nous avons rejoint une communauté taïwanaise américaine qui parlait toujours taïwanais. J'ai commencé à apprendre le taïwanais avec des cassettes et j'ai acquis les bases. En 1968, Linda Arrigo est retournée aux États-Unis à l'âge de 19 ans et avec un petit garçon. Elle poursuit ses études à l'Université de Californie à San Diego, avec une licence puis une maîtrise au département d'anthropologie, ce qui lui donne une vision plus large des cultures et des sociétés en étudiant l'anthropologie en général et les études chinoises plus particulièrement. À Taïwan, elle avait déjà pu observer la société et les rôles dans la famille, notamment en étant mariée. Quand j'étais très jeune à Taïwan, j'ai d'abord été surprise par l'inégalité entre les hommes et les femmes, dont j'étais très consciente à l'adolescence, et par le contrôle exercé par les parents dans la société taïwanaise et dans la société chinoise. Nous reviendrons sur les sujets plus liés à l'anthropologie et à la sociologie la semaine prochaine. Ce sont des thèmes que Linda Arrigo a continué et continue encore d'ailleurs d'explorer jusqu'à aujourd'hui. Mais pour en revenir à l'étudiante, elle revient à Taïwan en 1975 avec un visa d'étudiante séparée de son mari pour mener une étude anthropologique sur les ouvrières d'usine à Taïwan. À cette époque, Taïwan était toujours sous l'emprise de la loi martiale, mais les choses commençaient à bouger et elle a participé à ce grand mouvement contre la loi martiale qui a pris de l'ampleur surtout à partir de 1977. C'est aussi dans ce mouvement d'opposition qu'elle a rencontré de nombreuses personnes qui ont joué un rôle important dans la politique depuis, voire toujours aujourd'hui, et elle-même a aussi joué un rôle clé dont la portée a été vraiment comprise seulement plus tard. Il ne faut pas oublier que si je suis généralement connue à Taïwan sous mon nom chinois Ai Linda, c'est parce qu'à la fin des années 70, lorsque je suis revenue à Taïwan, je suis devenue la porte-parole en anglais du mouvement d'opposition. En 1975, lorsque j'ai commencé mes recherches sur les ouvrières en usine, j'ai rencontré les opposants de l'époque et en particulier une jeune femme très dynamique du nom de Chen Ju, qui est aujourd'hui à la tête du yuan de contrôle. Nous sommes toutes les deux âgées aujourd'hui, mais c'est elle qui m'a vraiment orientée en 1975, il y a 50 ans. Quand je suis revenue à Taïwan, elle m'a emmenée rencontrer tous ces prisonniers politiques qui venaient de sortir de prison, amnistiés après la mort de Chiang Kai-shek. J'ai un peu fait passer des informations sur les droits de l'homme en 1975, mais surtout quand je suis revenue en 1977. Les services de sécurité nous ont très vite repérés.
peu après l'incident de Zhongli en novembre 1977, il était clair que si je ne trouvais pas autre chose qu'un statut d'étudiante, je risquais d'être expulsée. Je devais vraiment trouver quelqu'un à épouser. Elle a donc trouvé un mari en la personne de Xu Mingde. So my second husband was a former political prisoner. Mon deuxième mari était un ancien prisonnier politique qui avait passé 15 ans en prison. Quand je l'ai épousé, il venait de sortir de prison en 1977 et nous nous sommes mariés en 1979. La situation était telle que je devais l'épouser, sinon je serais expulsée du pays. Mon mariage avec lui le protégeait également. Je savais qu'il était très engagé, mais je ne savais pas à quel point il était vraiment engagé dans la lutte contre les autorités de la loi martiale. Il est devenu l'un des 5 leaders du Tangwai, le mouvement d'opposition de l'époque. Linda Arrigo s'est mariée avec Xu Mingde pour ne pas être expulsée et ça a marché pendant un certain temps. Elle a été expulsée finalement près de 2 ans plus tard, après l'incident de Formosa Magazine, qui est aussi appelé l'incident de Mei Lidao. Donc à ce moment-là, l'opposition, qui deviendrait par la suite le Parti démocrate progressiste, remettait en question la loi martiale, notamment à travers la publication du Formosa Magazine, dont Xu Mingde, donc son mari, était le directeur. Le Formosa Magazine questionnait l'autoritarisme du KMT, le Kuomintang, et appelait à une liberté de formation de partis politiques. Linda Arrigo, quant à elle, était chargée de toute la communication en anglais et avec les médias étrangers pour le magazine et pour ce mouvement d'opposition en général. Je tiens à souligner plusieurs points à ce sujet. Sans doute, si l'administration Carter n'avait pas défendu avec tant de vigueur les droits humains, en faisant l'un de ses principaux chevaux de bataille, et si le gouvernement n'avait pas été très inquiet à l'idée que les États-Unis puissent bientôt établir des relations avec la République populaire de Chine, je pense que tout le monde aurait été arrêté au moins 1 an plus tôt. Mais je pense que cette situation d'incertitude a fait que le ministère des Affaires étrangères et les membres du gouvernement, qui avaient une certaine compréhension des questions internationales, ont voulu éviter tout ce qui pourrait leur donner une mauvaise image sur la scène internationale. Linda Arrigo, qui était donc la porte-parole en anglais du mouvement d'opposition, avait à la fois un rôle clé pour transmettre les informations sur tout ce qui se passait à Taïwan à l'étranger et pour que ces pays-là puissent faire pression sur Taïwan. Et d'autre part, ce rôle la protégeait elle. D'une certaine manière, j'occupais une position très influente, ce dont j'étais vraiment consciente. Le fait d'être citoyenne américaine et blanche me protégeait et je m'occupais de la plupart du travail médiatique pour l'opposition Tangwai. J'avais tous ces contacts dans les médias qui faisaient de moi une sorte de menace pour le gouvernement et qui les incitaient à me traiter avec prudence. J'ai donc été expulsée après que tout le monde soit arrêté. J'aurais pu être arrêtée moi aussi, mais ils ne se rendaient pas compte que j'étais capable d'agir indépendamment de mon mari. L'incident du Formosa Magazine a eu lieu le 10 décembre 1979. Les opposants s'étaient réunis pour célébrer la Journée internationale des droits humains et la police a cherché à créer l'apparence d'une rébellion afin de pouvoir accuser les gens de sédition, ce que le gouvernement a fait. La plupart des opposants ont été arrêtés le 13 décembre, quelques jours plus tard, mais pas tout le monde. J'ai été expulsée le 15, mais pendant ces 2 jours, j'ai quand même fait beaucoup de choses. J'ai informé les médias étrangers de ce qui s'était passé, puis avec l'aide des Taïwanais vivant aux États-Unis et de ma mère, nous avons mené une vaste campagne à partir de janvier 1980, en fait dès la fin de 1979, pendant toute une année, mais surtout pendant les 6 premiers mois. Cette campagne a eu une influence considérable sur le procès. Il s'agissait d'un procès public qui a même été relayé par la presse locale. Même si les accusés ont tous été condamnés à 12 ou 14 ans de prison et que mon mari a été condamné à la prison à perpétuité, le nombre d'accusés a été réduit d'environ 80 à 12 pour ceux qui ont été jugés sous la loi martiale. Le fait même qu'il n'ait pas été exécuté, que le procès ait été public et qu'il a été suivi par la presse étrangère
constituait déjà une énorme amélioration et les accusés ont enfin pu s'exprimer et cela a été rapporté dans la presse locale. Je pense donc que tout cela a conduit à un véritable tournant. Si vous allez au musée de la Terreur blanche de Jingmei, vous pouvez voir les documents qui restent du procès et les reportages. Je pense qu'à l'époque, ils ne réalisaient pas vraiment l'impact de l'étranger. Après coup, en lisant les documents déclassifiés, nous avons réalisé que c'était la pression internationale qui avait poussé Taïwan à ouvrir la salle d'audience. Linda Rigaud retournera à Taïwan une dizaine d'années plus tard et nous en parlerons la semaine prochaine. So this is what I'm usually known for, but people don't realize that I spent so many years in anthropological studies and studying growth. C'est ce pourquoi je suis généralement connue, mais les gens ne se rendent pas compte que j'ai passé de nombreuses années à faire des études anthropologiques et à étudier les ouvrières des usines, et que c'est en fait l'étude des ouvrières qui m'a poussée à travailler pour l'opposition. Car à l'époque, il y avait des tracts imprimés pour les ouvrières qui leur disaient de ne pas se plaindre de leur bas salaire et de leurs longues heures de travail, sinon elles seraient utilisées par les communistes. La loi martiale était très présente même dans les usines étrangères. Even in the foreign factories. C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière présenté par Florian Dai pour RTI, aujourd'hui en compagnie de Linda Gale Arrigo. Merci de votre écoute et à bientôt.一起